Première partie. Enfance abandonnée et destin forgé. Michel Houellebecq naît le 26 février 1956 sur l'île de la Réunion. Ses parents, des 68ards communistes, ne tardent pas à délaisser cet enfant unique. Son père, René Thomas, est guide de haute montagne, et sa mère, Lucie Secaldi, médecin anesthésiste, préfère vivre une vie d'aventure plutôt que d'élever son fils. Une demi-sœur naît même après ce divorce, tandis que Michel est expédié chez ses grands-parents maternels en Algérie. Quelques mois plus tard, un coup de théâtre familial a lieu. Son père, ne supportant plus l'abandon, récupère Michel par surprise et le ramène en France métropolitaine. Il confie l'enfant à sa propre mère, Henriette Thomas, la grand-mère paternelle de Michel, qui vit dans un petit village de Seine-et-Marne. Cette grand-mère au grand cœur, et fervente communiste elle aussi, devient la figure maternelle que Michel n'a pas eue. Par reconnaissance, Michel adoptera plus tard son nom de jeune fille, Houellebecq, comme pseudonyme d'écrivain. Adolescent taciturne, Michel se révèle pourtant doté d'une capacité d'analyse hors du commun. Ses camarades de lycée, impressionnés par son air sérieux et réfléchi, le surnomment même Einstein. Il dévore les romans de science-fiction et se passionne pour l'univers sombre de H.P. Lovecraft, l'écrivain américain du fantastique, dont la conception pessimiste de la vie le fascine. Élève brillant, il intègre l'Institut national agronomique Paris-Grignon. Entre deux cours d'agriculture avec le grand écologiste René Dumont, l'étudiant ne renonce pas à ses aspirations littéraires. Il fonde une petite revue d'étudiants nommée Karamazov, où il publie ses premiers poèmes empreints de mélancolie. Il s'essaie même au cinéma en tournant un court-métrage au titre déjà révélateur, Cristal de souffrance. Deuxième partie, premier amour et premier mot. La vie personnelle du jeune homme prend un tour tumultueux. En 1980, à 24 ans, il se marie avec la femme qui lui a inspiré ses premiers poèmes d'amour. L'année suivante naît son fils Étienne. Mais le bonheur domestique est de courte durée. Le couple se délite rapidement. En 1981, Michel divorce, perd ses repères et sombre dans une dépression profonde. Le jeune homme désespéré doit être hospitalisé plusieurs fois en milieu psychiatrique dans les années qui suivent. Il connaît également le chômage et la galère, vivant de petits boulots et de l'aide familiale. Cette traversée du désert, marquée par la solitude et le mal de vivre, sera une source d'inspiration majeure de son œuvre à venir. Durant 3 ans, il mène une vie terne de bureau, coincé rue de Picpus dans le 12e arrondissement, expérience bureaucratique qu'il transposera plus tard de façon romancée dans son premier roman. En 1990, il réussit un concours administratif et décroche un poste stable de fonctionnaire à l'Assemblée nationale. Ce salaire assuré lui apporte enfin la tranquillité matérielle qu'il lui manquait pour écrire. Houellebecq va mettre à profit cette stabilité pour lancer sa double vie d'écrivain. En parallèle de ses journées de technicien anonyme, il passe ses nuits à écrire. 1985 marque un tournant. Michel publie ses premiers poèmes dans La Nouvelle Revue de Paris, grâce à l'éditeur Michel Bulteau qui décèle son talent. En 1991, il ose un coup d'éclat littéraire en faisant paraître un essai atypique. H.P. Lovecraft, contre le monde, contre la vie. Véritable biographie admirative de l'écrivain qu'il vénère. Le livre passe presque inaperçu, mais pour lui c'est une victoire intime. Il est désormais publié. L'année suivante, en 1992, son recueil de poèmes La poursuite du bonheur lui vaut le prix Tristan Tzara, une distinction en poésie qui salue sa plume naissante. Fort de ses encouragements, Houellebecq sent que l'heure est venue de tout miser sur l'écriture. En 1996, après avoir accumulé assez d'ancienneté dans la fonction publique, il demande sa mise en disponibilité pour se consacrer entièrement à la littérature. Troisième partie. L'éclosion littéraire et le scandale des particules. En 1994, après de nombreux refus d'éditeurs, son premier roman, Extension du domaine de la lutte, est enfin publié par Maurice Nadeau,
un vétéran de l'édition française qui a flairé le potentiel subversif du manuscrit. Ce récit sec et désenchanté d'un informaticien dépressif tranche avec la production littéraire de l'époque. S'il ne rencontre qu'un succès d'estime au départ, quelques milliers de lecteurs seulement, le livre devient rapidement culte dans les cercles de jeunes lecteurs désabusés. Houellebecq est salué comme le chef de file d'une nouvelle génération décrivant sans phare la misère affective de l'homme contemporain. 4 ans plus tard, Houellebecq publie son deuxième roman et cette fois accède à la célébrité en déclenchant le scandale. Les particules élémentaires est un électrochoc dans le paysage littéraire, un livre explosif qui dissèque sans pitié les mœurs sexuelles et le désarroi spirituel de la fin du XXe siècle. Le roman suscite aussitôt un tapage médiatique exceptionnel pour une œuvre littéraire. Houellebecq choque, divise, passionne. Sur les plateaux de télévision et dans les colonnes des journaux, on débat ardemment de ce livre sombre où les personnages, incapables de bonheur, oscillent entre cynisme et désespoir. L'éditeur de Houellebecq, flairant la bonne affaire, exploite habilement cette polémique. Il orchestre la couverture médiatique autour de son auteur décrié. Les particules élémentaires est sur la liste des favoris pour le prestigieux prix Goncourt. Beaucoup parient que Houellebecq, avec tout le bruit qu'il a provoqué, va l'emporter. Mais le jour J, coup de théâtre, le Goncourt est attribué à une autre auteure, Paul Constant, pour un roman bien plus conventionnel. La presse crie à l'injustice, insinuant que Houellebecq s'est fait voler le prix. Lui-même ne décolère pas, et clame haut et fort que le roman lauréat est complètement nul. Finalement, Houellebecq reçoit en lot de consolation le prix Novembre 1998 et voit son livre sacré meilleur livre de l'année par la rédaction du magazine Lire. L'important pour lui est ailleurs. L'écrivain de 42 ans est devenu le symbole d'une époque, chantre du malaise de la modernité, adoré par les uns, honni par les autres. 4e partie. Provocation, exil et tourments personnels. À la fin des années 90, épuisé par les polémiques en France, Michel Houellebecq choisit de s'éloigner de son pays natal. En 2000, il s'exile en Irlande avec sa deuxième épouse, Marie-Pierre, cherchant la quiétude de la campagne loin des médias parisiens. Il s'installe dans un coin reculé du comté de Cork, au bord de l'Atlantique, où il écrit entouré de ses chiens. Ce répit insulaire n'apaise qu'en surface son esprit provocateur. En 2001, Houellebecq publie Plateforme, un nouveau roman au vitriol qui explore le tourisme sexuel en Thaïlande et éreinte au passage l'intégrisme religieux. Le livre, narré à la première personne par un certain Michel, brouille malicieusement la frontière entre l'auteur et son personnage. Son thème explosif, la misère affective soignée par la sexualité tarifée, choque. Mais ce qui déchaîne la polémique, c'est surtout la violente critique de l'islam qui affleure dans le récit. Houellebecq y met en scène un attentat islamiste dans un club de vacances, préfigurant déjà de manière troublante l'actualité. Précision. 1 an après la publication, un attentat réel aura lieu à Bali dans des conditions similaires. Nouveau roman, nouveau scandale et nouveau succès historique. Mais Houellebecq s'en moque. Son personnage médiatique renforce le mythe du génie incompris. Souvent dégingandé, la parole à la fois sibylline mais juste, la tête baissée, l'intention abîmée, il joue ici son meilleur rôle, celui de l'écrivain pour l'histoire. En 2005, il publie La possibilité d'une île, un roman d'anticipation cynique sur l'immortalité et le clonage, qui rencontre un succès commercial notable malgré un accueil critique mitigé. L'œuvre de Houellebecq s'exporte de plus en plus. Il est traduit dans le monde entier, de l'Europe à l'Asie. C'est indéniablement le plus grand écrivain de sa génération. Sur le plan personnel, ses années d'exil sont marquées par des conflits intimes, non résolus. Houellebecq n'a plus aucun contact avec sa mère depuis le début des années 90. En 2008, lors d'un entretien à la presse, il déclare même qu'il la pense probablement morte, tant leur relation est inexistante. Cette phrase va provoquer une réaction foudroyante. Contre toute attente, Lucie Ceccaldi, 83 ans, est bien en vie à l'autre bout du monde,
Elle vit alors à La Réunion dans une modeste paillote. Et surtout, elle lit les journaux. Piquée au vif par les propos de son fils, cette femme à la forte personnalité décide de régler ses comptes. Elle publie un livre de mémoires, L'Innocente, où elle dresse un portrait très dur de Michel. La mère indigne contre-attaque sans retenue, traitant son fils de tous les noms. Stupéfait, Houellebecq découvre en pleine lumière médiatique ce rejet maternel absolu. L'affaire, très commentée, ajoute une couche tragique à son image publique. Épilogue : consécration, prophétie et héritage d'un géant littéraire. Le retour de Houellebecq en France coïncide avec la consécration suprême de sa carrière littéraire. Dès 2010, avant même qu'il ne quitte son refuge espagnol, le monde des lettres françaises avait décidé de couronner l'enfant terrible. Cette année-là, son roman La carte et le territoire remporte le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire du pays. Michel Houellebecq, plusieurs fois pressenti par le passé puis évincé au dernier moment, monte enfin sur la plus haute marche. Lors de la remise du prix à Paris en novembre 2010, l'écrivain apparaît ému, presque intimidé sous les flashs des photographes. D'une voix faible, il déclare avec un brin de soulagement : « Maintenant que j'ai le Goncourt, on ne se demandera plus si je vais l'avoir ou pas la prochaine fois. Ce sera moins de pression, plus de liberté. » Houellebecq, le franc-tireur longtemps méprisé par l'establishment, vient d'être adoubé par celui-ci. C'est le signe qu'il est entré dans le panthéon des lettres vivantes. Désormais reconnu par tous comme un des plus grands auteurs de son temps, Houellebecq continue de tenir un miroir sombre à l'époque contemporaine. Et la réalité ne cesse de faire écho de façon troublante à ses fictions, alimentant son image de prophète malgré lui. Le 7 janvier 2015, son roman Soumission paraît dans les librairies. Un récit d'anticipation imaginant une France gouvernée par un président musulman modéré en 2022. Polémique garantie, une fois de plus, sur ce que certains interprètent comme une fable islamophobe et d'autres comme une satire politique grinçante. Mais le sort réserve à Houellebecq une coïncidence tragique. Ce même jour, le journal Charlie Hebdo est la cible d'un attentat terroriste islamiste à Paris. Or, le numéro de Charlie Hebdo paru le matin même mettait Michel Houellebecq en couverture, caricaturé en mage faisant des prédictions pour l'an 2022. La coïncidence est sidérante et glacerait n'importe quel romancier. Par un hasard sinistre, la fiction de Soumission rejoint la réalité dans la violence. Bouleversé par l'attaque, dans laquelle un de ses amis proches trouve la mort, Houellebecq suspend aussitôt la promotion de son livre et se retire temporairement de la vie publique, sous protection policière. La France entière débat alors de l'ouvrage et de son auteur comme d'un prophète apocalyptique. Malgré ces tumultes, Michel Houellebecq ne cesse d'écrire et de sonder l'âme humaine. En 2019, il publie Sérotonine, roman où il dresse le portrait d'un agronome quadragénaire dépressif qui plaque tout du jour au lendemain. L'histoire résonne étrangement avec l'actualité française. Houellebecq décrit des éleveurs ruinés, se révoltant et bloquant les routes, affrontant les forces de l'ordre dans un face-à-face désespéré. Quelques mois après la sortie du livre, le mouvement des Gilets jaunes et la colère des agriculteurs éclatent en France, donnant une nouvelle teinte prophétique à l'œuvre de l'écrivain. Houellebecq, encore, avait capté le malaise avant qu'il n'explose au grand jour. Côté vie privée, l'Éternel solitaire crée la surprise cette même année 2019. À 62 ans, celui qui se définit volontiers comme incapable d'aimer se marie pour la 3e fois. Lors d'une cérémonie intime le 21 septembre 2018, Michel épouse Kianyum Lisisli, une jeune sino-française de 42 ans. Ce mariage tardif, avec une femme cultivée qui admire son œuvre, semble apporter à Houellebecq une forme d'apaisement. On le voit sourire, chose rare, sur quelques photos de la noce, aux côtés de ses amis écrivains. Comme si, après tant d'années d'errance affective, Michel Houellebecq avait trouvé un havre de tendresse. La reconnaissance officielle, elle, atteint son comble quand la République française décide d'honorer ce pourfendeur des mœurs contemporaines. En 2019, Michel Houellebecq est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président en exercice. Le rebelle mélancolique reçoit sa décoration au palais de l'Élysée,
entouré de l'establishment littéraire. L'image a quelque chose de savoureux. L'auteur qui a tant décrit le désespoir et la laideur du monde est célébré par la nation pour sa contribution à la littérature. Houellebecq, un peu gêné aux entournures dans son costume, remercie poliment. Cette médaille ne changera pas son franc-parler ni sa vision acerbe, mais elle consacre son statut de monument vivant des lettres françaises. Aujourd'hui sexagénaire, Michel Houellebecq demeure plus que jamais une figure centrale du paysage culturel. Ses romans, traduits en plus de 40 langues, se vendent à des millions d'exemplaires à travers le monde. On le lit en Europe, en Amérique, en Asie, avec souvent la même fascination pour son mélange de noirceur, de satire et de sensibilité cachée. On l'enseigne dans les universités, on le commente dans d'innombrables essais. Houellebecq est considéré, aux côtés d'auteurs comme Modiano ou L'Ecclésio, comme l'un des plus grands écrivains français contemporains, et certains n'hésitent pas à dire le plus grand, tant son empreinte est profonde. Au-delà de ses livres, le personnage Michel Houellebecq est lui-même entré dans la légende. Taciturne, le dos voûté, souvent vêtu de manière débraillée, il a cultivé une image d'anti-héros littéraire. Il est apparu dans des films en jouant son propre rôle, notamment L'enlèvement de Michel Houellebecq. En 2019, il partage même l'affiche du film Thalasso avec Gérard Depardieu, poursuivant ce jeu trouble entre réalité et fiction où il excelle. Chaque apparition publique de Michel Houellebecq, une interview, une lecture, une remise de prix, suscite une curiosité presque voyeuriste du public, tant l'homme reste imprévisible. Il peut lancer une phrase cinglante sur la religion ou la politique, comme il peut se montrer timide et ému en évoquant la poésie. Prenons quelques instants pour évoquer l'auteur Benjamin Manviel. Dans une interview donnée en 2025 pour le blog Malandin, il citait Michel Houellebecq comme l'un des écrivains majeurs qui l'ont inspiré et poussé à écrire. Benjamin Manviel, auteur contemporain, se distingue par une plume à la fois moderne, brute, poétique et envoûtante. Son premier ouvrage en 2 parties, L'Arche des Cévennes, est un véritable succès littéraire, et toute sa communauté de lecteurs attend avec impatience la sortie de son prochain roman, L'Ampdaville.